19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Une forte explosion a retenti à Istanbul cet après-midi, faisant au moins 6 morts et une cinquantaine de blessés. Recep Tayyip Erdogan dénonce un vil attentat. Le peuple sahraoui boucle la deuxième année de la reprise de sa lutte armée légitime contre l'occupant marocain qui a violé l'accord de cessez-le-feu. Un deuxième anniversaire marqué par la reprise des efforts internationaux en vue de résoudre le conflit dans la dernière colonie d'Afrique, soutenue par une grande manifestation à Madrid. Ouverture d'un couloir humanitaire au Tigré. Gouvernement éthiopien et rebelles acceptent un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin dans cette région en proie à la guerre depuis 2 années. Et puis un tragique accident de la route fait 20 morts en Égypte, dans le delta du Nil. Le parquet accuse le chauffeur qui téléphonait au volant. Scène de terreur donc cet après-midi à Istanbul lorsqu'une forte explosion a retenti en plein cœur de la ville, faisant au moins 6 morts et une cinquantaine de blessés. L'explosion s'est produite peu après 16h heure locale, au moment où la foule dans la rue Istiklal, lieu de promenade prisé le dimanche des Stambouliotes et des touristes, est particulièrement dense. Les premières observations laissent entendre qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Et en direct à la télévision turque, le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un vil attentat et annoncé le bilan de cette tragique explosion, ajoutant que les premières indications montrent qu'une femme serait impliquée. 6 personnes ont été tuées, 4 d'entre elles ont été tuées sur le site, 2 autres sont mortes à l'hôpital. Selon les dernières informations du gouverneur, le nombre de blessés est de 53. Il s'agit sans aucun doute d'une attaque terroriste, mais les développements initiaux et les premiers renseignements de mon gouverneur indiquent que cela sent le terrorisme. Les premières découvertes montrent au milieu des personnes fuyantes une femme qui a joué un rôle dans cet attentat. Nous le disions en titre, le peuple sahraoui boucle ce dimanche la deuxième année de sa reprise de la lutte armée légitime contre l'occupant marocain à la suite de l'agression militaire menée par le Maroc le 13 novembre 2020 contre des manifestants sahraouis pacifiques dans la zone tampon d'Al-Gargarat. Un deuxième anniversaire de la rupture par Rabat de l'accord de cessez-le-feu marqué par la reprise des efforts internationaux en vue de résoudre le conflit dans la dernière colonie d'Afrique. Mohamed Wali Ben Chaban. 2 ans depuis la violation fulgurante de l'occupant marocain de l'accord de cessez-le-feu de 1991 avec le Front Polisario, les Sahraouis commémorent ce dimanche avec beaucoup de douleur la barbarie du colon marocain. Le 13 novembre 2020, Rabat a mené une agression militaire dangereuse dans la région d'El Gargarat, où des Sahraouis civils manifestaient pacifiquement pour réclamer la fermeture définitive pour encercler la zone. Le Maroc continue de violer l'accord militaire numéro 1 qu'il avait signé avec le Front Polisario sous la supervision des Nations Unies, en application de la résolution 690 du Conseil de sécurité de 1991 pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. L'occupant marocain, avec son lot de violations des droits de l'homme et de désinformation loin de toute forme de paix, de sécurité et d'autodétermination, continue à piétiner la Charte des Nations Unies de jour comme de nuit. Ibrahim Rali, le secrétaire général du Front Polisario, s'est exprimé à l'ouverture des travaux du 3e colloque sur les politiques de jeunesse dans l'état de l'Aïon occupé, affirmant que le Front Polisario ne peut faire face à aucune démarche visant à violer la légitimité internationale et à confisquer le droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'autodétermination de ses terres. L'armée de libération sahraoui a depuis le 13 novembre 2020
a infligé des pertes humaines et matérielles considérables à l'armée de l'occupant marocain, au moment où Rabat continue d'adopter une politique de blackout médiatique et d'ignorer l'existence d'une guerre. La légitimité de la lutte du peuple sahraoui soutenue en Espagne, où la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé hier, lors d'une imposante marche qu'elle a organisée à Madrid, à la tenue sans délai d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Mohamed Amin Aberkan. C'est sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre maintenant ». La seule solution est l'autodétermination, que la marche s'est déroulée de la Cala Tocha à la place Santana de la capitale espagnole. Les manifestants qui ont parcouru les rues de Madrid ont porté des banderoles sur lesquelles était écrit notamment « Free Sahara » et « Human Right Now ». Nous sommes ici pour dénoncer toutes les violations, non seulement contre le peuple sahraoui, mais aussi contre le peuple africain. Le massacre et l'impunité que le Maroc reçoit aux Nations Unies et qui est approuvé par ce gouvernement. Le Maroc ne viole pas seulement les droits du peuple sahraoui, il viole aussi les droits de tout un continent. Sur le changement de position du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en faveur du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, les manifestants ont tenu à rejeter le sinistre plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, affirmant que cette décision, en sus du fait qu'elle soit injuste, ignore délibérément le devoir et la responsabilité de l'Espagne en tant que puissance administrante. C'est une mauvaise décision. Elle est très éloignée de la position traditionnelle du gouvernement espagnol. Elle a été rejetée par les partis politiques et les groupes parlementaires et par la société civile qui manifestent maintenant contre cette décision. Une décision qui ne convient pas à un pays qui reste la puissance administrante du territoire du Sahara occidental, à savoir l'Espagne. Cette marche a été organisée à l'occasion du 47e anniversaire de la signature des accords tripartites de Madrid qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental occupé depuis 1975 par le Maroc. Le Forum de la mémoire d'El Moudjahid a organisé aujourd'hui une conférence débat en présence de deux figures des études historiques, à savoir Malika Rahal et Fabrice Risseputi, autour de thèmes de la grande répression d'Alger, avec principalement le volet des disparitions forcées qui continue à être au cœur des recherches mémorielles. Sofiane Barodi était sur place. Le Forum de la mémoire d'El Moudjahid a organisé aujourd'hui une conférence débat autour du thème de la grande répression d'Alger, avec au cœur de l'échange le dossier des disparitions forcées, encore au cœur des recherches historiques et des préoccupations mémorielles du moment. Alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent, ils sont fragiles. On a eu longtemps par exemple le chiffre de 4000. En réalité ce que nous savons c'est que 4000 est vraisemblablement un chiffre sous-évalué, que c'est un chiffre qui s'est construit selon des circonstances historiques particulières. Nous savons qu'il y a des milliers, mais nous ne savons pas combien. À l'exposé fouillé présenté par les conférenciers, se sont agrégés des témoignages de familles de disparus, victimes de la terrible répression perpétrée par l'armée coloniale. Le dossier de la reconnaissance des crimes coloniaux a également été évoqué, ainsi que les limites jalonnant cette dimension encore centrale dans les relations bilatérales entre Alger et Paris. Sur l'affaire Audin, il y a eu, c'est le seul, à mon avis, la seule chose vraiment significative et très sérieuse, avec une déclaration historique vraiment sérieuse. Pour le reste, moi, je suis de ceux qui pensent que ce sont des petits gestes à but électoraux pour satisfaire telle ou telle prétendue communauté. Avec, par exemple, quand il s'est agi des pieds noirs, il a fait une déclaration à destination des pieds noirs. Le rôle de l'OAS y était quasiment gommé, ce qui a été dénoncé par beaucoup d'historiens et ce qui est grave. Les deux chercheurs ont également exposé leur initiative, concrétisée par un site répertoriant les différents cas de disparition forcée, afin de mettre en lumière cet épisode sanglant de la grande répression coloniale.
Comment faire pour faire que cette question puisse être une question de droit avec aussi des formes de justice. Il y a un grand enjeu à savoir est-ce que la reconnaissance suffit, et je fais partie comme d'autres, par exemple l'historien Nourdin Amara, de ceux qui considèrent que la reconnaissance n'éteint pas la nécessité de justice. Ce n'est pas parce que on a dit oui, c'est vrai, on a fait disparaître énormément de personnes, que l'affaire s'arrête là et qu'il n'y a pas de nécessité de rendre justice par d'autres formes. Le Forum d'El Moudjahid a également été l'occasion d'animer un débat profond sur les différents thèmes inhérents à la question mémorielle, toujours au cœur des préoccupations sur les deux rives de la Méditerranée. On reste en Algérie pour parler nouvelles technologies avec l'ouverture ce dimanche de la 3e édition du Salon du Digital et de la technologie de l'information et de la communication, le Digitech 2022. Un événement qui réunit plus de 70 exposants algériens et étrangers et qui permet entre autres de focus sur des points clés pour le développement des nouvelles technologies en Algérie. L'exemple dans ce journal du paiement par carte et du projet de Mastercard sur lequel revient justement la directrice générale de la SATIM. Les nouveaux projets très structurants pour nous, ça a été la certification de SATIM à l'international via le réseau Mastercard avec une banque. Cette certification permet aujourd'hui de personnaliser des cartes Mastercard, de l'utiliser sur le DAB pour les étrangers qui viennent en Algérie ou de l'utiliser même sur un TPE. Tout autre chose, à présent, ouverture d'un couloir humanitaire au Tigré. Le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré ont accepté hier un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin dans cette région en proie depuis 2 années à la guerre. L'annonce a été faite suite à des discussions dans la capitale kenyane, Nairobi. Naliman Sekar. Un pas notable vers la mise en œuvre d'un accord de paix signé début novembre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Les deux parties ont accepté d'accorder un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin au Tigré, en proie depuis 2 ans à une grave crise humanitaire. L'accord signé par le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes et le commandant en chef des forces rebelles du Tigré prend place dans le cadre des discussions dans la capitale kenyane Nairobi sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé en Afrique du Sud le 2 novembre dernier. Nous voulons exprimer notre engagement total à apporter la paix et la stabilité à notre peuple et à notre pays. Par conséquent, nous nous consacrerons pleinement à la mise en œuvre de l'accord de Pretoria et de la présente déclaration. Nous avons souffert d'une misère indicible au cours des 2 dernières années et nous continuons à souffrir. L'engagement que nous prenons aujourd'hui s'inscrit dans l'espoir et l'attente que la souffrance de notre peuple prenne fin et bientôt. Le document signé prévoit également des garanties de sécurité pour les travailleurs humanitaires, une action avec effet immédiat selon l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, présent à la signature de l'accord. Initialement défaites, les forces rebelles du Tigré ont repris le contrôle de la majeure partie de la région courant 2021 lors d'une contre-offensive qui a débordé et les a vus s'approcher d'Addis Abeba. Les rebelles se sont ensuite repliés vers le Tigré, depuis coupés du reste du pays, privés d'électricité et de réseaux de télécommunications. Et puis ce tragique accident en Égypte, 20 personnes ont été tuées hier quand leur minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil dans le nord du pays. Un accident causé selon le parquet par le chauffeur du bus qui était au téléphone. Il a été arrêté et les premières analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Direction l'Asie à présent, où la présidence de l'ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est, a été transmise par le Cambodge à l'Indonésie. L'occasion pour le président indonésien Joko Widodo d'insister sur le fait que cette association doit devenir une région pacifique et un point d'ancrage pour la stabilité mondiale et ne pas être mandatrice d'une quelconque puissance. ASEAN must become a
L'Association des nations d'Asie du Sud-Est doit devenir une région pacifique et un point d'ancrage pour la stabilité mondiale, respecter systématiquement le droit international et ne pas être le mandataire d'une quelconque puissance. L'association doit être une région digne qui défend les valeurs d'humanité et de démocratie. L'association ne doit pas laisser la dynamique géopolitique actuelle se transformer en une nouvelle guerre froide dans notre région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.